de vous à une approche novatrice, parce que vous sortez des sources habituelles, c'est-à-dire les récits des voyageurs qui étaient édités, publiés, les voyageurs écrivés après coup, avec leurs souvenirs. Vous avez eu la chance de découvrir des archives d'un voyageur qui, en plus, était de notre région. Il s'appelait Paul de la Tapie, proche de nous, je vous en dirai plus. Et là, vous avez pu disposer de ces carnets de notes, des lettres qu'il a écrites, des dessins qu'il a fait. Et cela vous a permis d'étudier le voyage dans son cheminement au quotidien. En quelque sorte, de devenir un peu le compagnon de route de Paul de la Tapie. Voilà, donc nous allons prendre le chemin avec vous. Nous vous écoutons. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous? Est-ce qu'il faut que je rapproche le micro, que je parle plus fort? Non, c'est parfait. Très bien. Merci à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Émilion pour son accueil. Je dois vous dire, vous avez derrière moi la couverture du livre dans lequel, vous voyez, il y a un mot qui est important, il y a le mot liberté évidemment, auquel on est tous attachés, mais il y a aussi un mot qui est très important, c'est le mot émotion. Et ce mot, je le reprendrai à mon compte aujourd'hui, car c'est réellement avec non seulement un très grand plaisir, mais aussi beaucoup d'émotions que je me trouve ce soir devant vous. Cette formule, c'est pas simplement une formule rhétorique, car le voyage que j'ai accompli ce matin depuis Grenoble pour venir vous voir est en fait un voyage retour. C'est un voyage retour car le voyage aller, si je puis dire, il a eu lieu il y a une quinzaine d'années désormais. Un jour de janvier 2008, et ça remonte à quelques temps, lorsque je suis parti à la découverte de ce qui s'est avéré être l'un des plus riches et des plus extraordinaires journaux de voyage du siècle des Lumières. Un journal qui est conservé par la famille La Tapie, à quelques kilomètres d'ici, de l'autre côté de la Dordogne, dans le château viticole du Retou, situé à Nogent et Postiac. Et c'est de cette découverte et de ses conséquences insoupçonnables dans la longue histoire du voyage en Europe que je vais essayer de vous parler pendant une petite heure. Ce sera, je l'espère, pas trop long, car je veux aussi accorder un temps nécessaire à la discussion et à l'échange avec vous. Alors, avant de revenir sur ce manuscrit, qui était un petit peu mystérieux, sur ce personnage, quelques mots sur le voyage dans l'Europe ancienne, dans l'Europe d'Ancien Régime. Un voyage qui est une pratique que l'on pouvait penser connaître, car on la résume encore bien souvent à une expression que vous connaissez, que vous avez déjà entendue, qui est l'expression de grand tour. Alors le grand tour, qu'est-ce que ça désigne? Il faut le rappeler, le grand tour désigne cette pratique assez particulière qui a conduit, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les jeunes nobles à parcourir le continent européen pour cultiver leur amour de l'Antiquité, tout en complétant, c'est une dimension très importante, leur formation de jeunes nobles et de courtisans. Un voyage donc des élites qui se fondait sur des principes d'éducation, des principes de distinction sociale également, et qui permettait à des individus favorisés par la naissance, de se trouver en quelque sorte des alter ego par-delà les frontières, tout en nourrissant des goûts culturels et des goûts artistiques bien particuliers. Or, ce que cette découverte des manuscrits La Tapie de Nogent et Postiac a révélé, c'est que le grand tour ne peut suffire à résumer, ni même à comprendre, les nouvelles manières de voyager qui se sont déployées en Europe au temps des Lumières, au XVIIIe siècle. Et je commencerai à ce titre par une réflexion terminologique. Vous savez, nous, les historiens, nous sommes obsédés par les sources, mais aussi par les mots. Et il est important, je crois, de commencer en réfléchissant au moment où ce mot, où cette expression de grand tour est apparue. Car en réalité, si on regarde les choses, les voyageurs de l'Ancien Régime n'employaient absolument pas cette expression de grand tour. On ne la trouvait pas dans leurs lettres, on ne la trouve pas davantage dans les dictionnaires, dans l'encyclopédie par exemple de Diderot d'Alembert. C'est une expression, celle de grand tour, qui est en réalité une expression d'historien et qui est apparue assez tard dans le vocabulaire historique, puisque j'ai fait mes petites recherches, elle est apparue dans les toutes dernières décennies du
du XXe siècle. Alors, je me suis interrogé sur cette efflorescence de cette expression, car elle est assez impressionnante. J'ai calculé que plus de 145 livres contenant le titre, le nom Grand Tour dans leur titre, ont été publiés dans les 2 dernières décennies du XXe siècle. Et le phénomène s'est emballé au début du XXIe siècle, puisque 319 titres d'ouvrages comprenant le titre Grand Tour ont fait leur apparition depuis l'année 2000. Que nous dit cette inflation terminologique? Elle nous raconte, je crois, une forme d'inquiétude qui est la nôtre. L'inquiétude des sociétés européennes face à un phénomène devenu incontrôlable aux yeux de certains. Ce phénomène, c'est celui du tourisme de masse. Le touriste étant toujours, vous savez, aux yeux de celui qui le regarde, en tout cas, l'idiot du voyage. C'est en tout cas comme ça que le sociologue Jean-Didier Urbain qualifiait le tourisme. Eh bien, l'expression de Grand Tour a permis de mettre en avant, si vous voulez, un voyage idéal, un voyage rétrospectif, une sorte d'art de voyager, qui aurait en quelque sorte précédé le tourisme et qu'il conviendrait de faire ressurgir. Hein, une époque où Venise, comme on le sait, s'est résolue à faire payer un droit d'entrée à ceux qui souhaitent parcourir la lagune, à l'heure où les immeubles bordelais ou parisiens se vident littéralement de leurs habitants pour laisser place à des visiteurs éphémères, attirés par les tarifs de la plateforme Airbnb, eh bien la mise en avant du Grand Tour permet en quelque sorte d'exorciser une sorte de mauvaise conscience européenne. Elle est intéressante, mais du coup, elle est aussi limitée, car ce Grand Tour est finalement le catalyseur d'une psychologie collective, davantage, je crois, qu'un marqueur d'histoire. Alors, le Grand Tour a certes existé, comme je vous l'ai indiqué, il qualifie cette mobilité des noblesses européennes. Mais c'est d'une toute autre philosophie et d'une toute autre pratique du voyage que je suis venu vous parler ce soir. Au siècle des Lumières, en effet, de nouvelles catégories sociales aspirent à voyager. Et ces nouvelles couches sociales considèrent le voyage selon des principes, selon des usages qui n'ont que peu à voir en réalité avec la pratique du Grand Tour aristocratique, voire même qui s'inscrivent contre lui. Les questions que j'aimerais que l'on se pose ensemble ce soir, c'est finalement que représentait le fait de voyager pour les Européens du XVIIIe siècle? En quoi cette expérience du voyage a été à la fois pour eux socialisatrice et en même temps émancipatrice? Et puis dans quelle mesure elle a participé aussi à cette aspiration à la liberté qui est, on le sait, une caractéristique des Lumières et qui est à mettre en connexion, bien sûr, avec la période immédiatement successive à celle des Lumières, qui est la période des révolutions, en particulier de la Révolution française. Alors, quand on est historien, pour répondre à ces questions, il faut des sources. Il faut des sources, et pour répondre à des questions nouvelles, il faut des sources nouvelles. Pour étudier le voyage, il y a plusieurs pistes en termes de sources et de documentation. Il y a une première piste qui est la piste séduisante et nécessaire des récits de voyage. Des récits de voyage qui ont été publiés tout au long du XVIIIe siècle. Et cette source, elle est très importante parce que la production de récits de voyage dans l'Europe des Lumières a plus que doublé. Hein, on passe de 1556 titres à 3450 récits de voyage publiés au cours du XVIIIe siècle. Donc, documentation formidable, mais qui est aussi une documentation piège. Car ces récits de voyage sont tellement foisonnants qu'ils encouragent une forme de parcellisation des études sur le voyage. On va étudier telle ou telle catégorie de voyageurs, tel ou tel lieu du voyage, telle ou telle destination, sans avoir une dimension comparative à l'échelle européenne. L'autre piège de ces récits de voyage publiés, c'est qu'ils nous donnent une vision idéalisée de la pratique du voyage. Pourquoi? Eh bien parce que, comme cela a été rappelé, lorsque un voyageur publie un récit de voyage, c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment il va chercher à gommer les difficultés qu'il a rencontrées. Il va chercher à valoriser, à se valoriser lui-même et peut-être à atténuer les relations qui lui ont été indispensables pour accomplir son voyage. Il va sélectionner aussi des informations en attente de son lectorat, en fonction des attentes de son lectorat. Il va en fait ériger son parcours en un modèle qui n'a une vérité, une cohérence qui n'est que rétrospective. Donc les récits de voyage publiés sont une belle source, mais une source qui a aussi ses limites. Il y a une deuxième piste pour étudier les voyages et la pratique des voyageurs, c'est celle des guides.
c'est des ouvrages, c'est des textes, qui sont déjà nombreux au siècle des Lumières, qui ont cherché à définir les manières, les méthodes pour bien voyager, si vous voulez. Ces textes, les historiens du voyage les rassemblent sous l'appellation d'arts apodémiques, c'est-à-dire du grec apodémos, qui a un rapport avec le départ, si vous voulez. Et ces textes, ils sont très intéressants parce qu'ils nous montrent quel est finalement l'horizon d'attente d'une société sur le voyage. Hein, lorsqu'on publie des guides ou lorsqu'on publie des arts de bien voyager, eh bien, on peut comprendre quelles sont les normes que l'on cherche à imposer aux voyageurs pour réussir son voyage. Lorsqu'on voyage, évidemment, on cherche tous à réussir son voyage. Néanmoins, ce deuxième type de source a aussi ses limites, car ces textes théoriques nous présentent moins le voyage tel qu'il est, tel qu'il a été, tel qu'il se pratique, que le voyage tel qu'il devrait être, tel qu'il forme une sorte d'idéal. Alors, il y a une troisième piste. Une troisième méthode, si vous voulez, qui est celle que j'ai privilégiée dans ce livre, c'est la piste documentaire de ce que j'ai appelé les archives du voyage. Les archives du voyage désignent ce vaste archipel de documents, des lettres, des journaux, des croquis, des cartes, des brouillons, qui ont été composés par les voyageurs au fur et à mesure de leur route, et qui sont le plus souvent demeurés à l'état manuscrit. Ces sources, elles sont très intéressantes parce qu'elles contiennent non seulement des descriptions de l'ailleurs, mais aussi elles documentent les modalités du voyage en train de se faire, les difficultés que les voyageurs rencontrent au fil du chemin. Elles sont, si vous voulez, comme les lunettes que les voyageurs du siècle des Lumières envisagent, les lunettes par lesquelles les voyageurs du siècle des Lumières envisageaient le monde autour d'eux. Eh bien, ce sont en quelque sorte ces lunettes que j'ai pu chausser en découvrant le véritable trésor manuscrit qui est conservé dans les armoires du château de Nogent et Postiac. Alors je vais vous dire maintenant quelques mots de l'auteur de ce manuscrit, qui est un homme des Lumières né en 1739, mort en 1823, ce François de Paule Latapie, dont vous voyez le portrait sur l'écran. Il a laissé derrière lui un véritable océan de manuscrits inédits que l'on peut à bon droit aujourd'hui considérée comme la plus riche, la plus complète de toutes les archives de voyage du XVIIIe siècle européen. Cette archive, de quoi se compose-t-elle? D'abord, de plusieurs journaux manuscrits, très riches, 14 cahiers de plus de 4 millions de signes, qui décrivent les pérégrinations quotidiennes du voyageur à travers l'Europe des années 1770. Vous avez ici, vous voyez, une carte qui représente les pérégrinations de Latapie. Il y a à la fois un voyage en Angleterre, un voyage en Normandie et un grand voyage au départ de Bordeaux qui réalise jusqu'aux confins de l'Italie péninsulaire et insulaire, jusqu'à l'île de Malte, et puis il remonte jusqu'à Bordeaux. Donc ce sont ces itinéraires que les manuscrits Latapie nous décrivent. Et c'est principalement la partie française et italienne de ces journaux auquel Latapie a donné le nom d'éphéméride, que j'ai eu la possibilité de numériser, donc en 2008, dans le château de Nogent et Postiac, grâce au soutien de Michel Latapie et de sa famille, que je remercie évidemment très chaleureusement. Mais l'archive de voyage de Latapie, alors ça c'est le début de son journal de voyage. Vous voyez, c'est très exactement, les éphémérides commençaient le 12 octobre 1774, départ de Bordeaux, château de Cadillac, première visite. Mais les archives de Latapie ne comportent pas seulement un journal de voyage. Elles sont aussi très riches parce qu'elles comprennent un ensemble complet d'annotations, de mémoires sur les lieux visités et de centaines de lettres de voyage échangées par ce voyageur avec ses protecteurs, parmi lesquels on compte la famille Montesquieu, la famille La Rochefoucauld. Et ces autres documents de voyage qu'on va voir ici, alors, on va voir ici juste un petit peu après. Non, ben, ils ne sont pas là, mais c'est pas grave, vous allez les revoir par la suite. Ah bah si, je suis allé un petit peu vite avec le pointeur. Attention, je y reviens. Je les ai vus, hein, donc voilà. Décidément. Allez, ah, ils sont là, je ne bouge plus. Ces documents très nombreux, eh bien, ils sont conservés, partagés entre d'autres fonds familiaux, comme ceux de Jean-Louis Latapie, qui est présent dans cette salle aujourd'hui, et que je remercie, et puis également des lettres et des documents qui sont présents dans les collections publiques bordelaises, en particulier dans les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Alors, face à cette documentation très dense, très importante, qu'ai-je fait?
jeune historien que j'étais, si je puis dire, vieilli depuis, eh bien j'ai d'abord commencé à publier une édition critique. Voilà, c'est celle que vous voyez en jaune, hein, sur la gauche de l'écran, dans le cadre d'un volume qui est consacré au voyage que Latapi a accompli à Rome et en Toscane. Ce sont les éphémérides romaines du voyageur. Mais une étude plus générale s'imposait, car ces fonds me sont apparus d'un intérêt tout à fait majeur pour repenser en profondeur, par-delà le cas Latapi, l'expérience du voyage dans l'Europe du siècle des Lumières. Alors, il faut quand même que je vous dise un mot de l'auteur. Hein. Qui était ce Latapi dont la postérité n'avait jusqu'alors guère passé les frontières de la commune de la Brède. Latapi que vous voyez ici, c'est, je le qualifierai comme ça, c'est un enfant des Lumières. Un enfant des Lumières au sens où il n'était pas prédestiné à être accueilli dans les cercles scientifiques, philosophiques, littéraires des grandes capitales françaises et italiennes. Et néanmoins, il les a approchés grâce à une sorte de filiation symbolique qui est celle de la famille Montesquieu. Latapi est né à Bordeaux en 1739 et le hasard fait que son père, hein, le père de Latapi, le père de François-Paul Latapi, donc Pierre Latapi, est le notaire employé par le philosophe Montesquieu dans sa seigneurie de la Brède. Alors ça, la chose est bien connue. On s'est longtemps demandé pourquoi Montesquieu, c'est par-delà la relation de proximité qu'il avait avec son notaire, s'est attaché à éduquer, à prendre entièrement sous son aile le fils aîné de son homme de confiance. Alors, certains sont allés jusqu'à imaginer que François de Paul ait pu être le fils caché de Montesquieu, ce qui aurait expliqué cette relation de proximité. Ce qui est vrai, c'est que au moment où le philosophe rédige l'esprit des lois, l'adolescent Latapi parcourt à ses côtés les campagnes de la Gironde et s'initie aux lettres anciennes et aux lettres modernes dans la fabuleuse bibliothèque du château de la Brède. Montesquieu meurt en 1755, au moment où Latapi a à peu près 15 ans, vous voyez. Mais très vite, Latapi ne se détache pas de la famille Montesquieu. Au contraire, il devient le secrétaire du fils du philosophe, Jean-Baptiste de Secondat, puis le précepteur de son petit-fils, Charles-Louis. Il bénéficie dans la suite de sa carrière et de sa formation des soutiens du clan Montesquieu, en particulier à Bordeaux, mais aussi à Paris, où il commence à étudier à partir du milieu des années 1760. À Paris, il se rapproche de Madame Geoffrin et de sa fille, des salons de la duchesse de La Rochefoucauld, il apprend la botanique au Jardin du Roi, il apprend la chimie, et puis il accomplit un premier voyage en Angleterre en 1770, un voyage qui va le consacrer justement son goût particulier pour l'itinérance. Au retour d'Angleterre, il bénéficie d'un second protecteur, d'un nouveau protecteur, qui est très puissant dans le Paris des Lumières de cette époque. C'est le directeur du bureau du commerce, Trudel de Montigny, qui va l'envoyer en Normandie dans une mission qui va lui permettre d'apprendre les techniques et l'inspection des manufactures. Et puis il va accomplir un nouveau et dernier grand voyage, je le citais tout à l'heure, en Italie, entre 1774 et 1777. Et c'est de ce voyage, mais aussi du voyage d'Angleterre, dont on bénéficie des différents manuscrits. Il poursuit ensuite à ses retours de voyage Latapi une carrière d'inspecteur des manufactures en Aquitaine. Il mène un travail important qui doit être revalorisé, je crois, aujourd'hui à l'échelle régionale, travail d'inventoriage de la flore bordelaise, travail de synonymie de la vigne. Il est aussi à l'origine, on le sait peu, du tout premier noyau de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux. Et puis il traverse la Révolution française sans trop de difficultés, en dépit de ses sympathies girondines, et il achève sa vie en 1823 par un acte fort qui fait qu'il est encore connu aujourd'hui dans la commune de la Brède, c'est qu'il fonde une célèbre rosière philosophique, singulière rosière philosophique de la Brède, qui conduit chaque année, depuis cette date et encore aujourd'hui, à récompenser une jeune lycéenne de la commune en hommage à la philosophie de la liberté qui était celle de son protecteur et de son père putatif, qui était Montesquieu. Alors,
je vous ai présenté un petit peu l'itinéraire du personnage. Mon travail au cours des dernières années, c'était un travail de longue haleine, celui de transcrire, d'étudier ce très important manuscrit de voyage. Mais cela a été aussi un travail de confrontation. Confrontation des archives Latapi avec 254 autres écrits de voyage, issus de la plume d'auteurs davantage connus, comme Montesquieu, bien sûr, comme Casanova, comme Voltaire. Et le résultat de cette confrontation, c'est celui qui vous est proposé dans ce livre, qui se veut une nouvelle histoire du voyage, comme cela a été dit, une histoire du voyage écrite, en quelque sorte, au ras du sol et au fil du chemin, qui vise à plonger le lecteur au cœur des expériences voyageuses qui ont été celles des hommes et des femmes des Lumières. Cet ouvrage, Voyager en Europe au temps des Lumières, a remporté le prix du livre d'histoire 2024 décerné par le Château de Versailles. Il a aussi remporté, je l'ai appris pas plus tard ce matin, donc j'ai plaisir à partager avec vous la nouvelle, le prix Louis Desgraves de l'Académie de Bordeaux. J'ai été très content de ces récompenses, pas simplement à titre personnel, mais au titre de ce que ces archives vraiment nouvelles ont pu apporter à la connaissance et au renouvellement de la connaissance sur le siècle des Lumières. Alors, après cette introduction un petit peu longue, je vais vous dire qu'est-ce qu'on y découvre finalement dans ce livre, à l'appui de cette confrontation des archives Latapi et des autres archives de voyage. Je ne vais pas avoir la prétention de vous résumer tout ce que l'on peut y lire, mais peut-être simplement insister ce soir avec vous sur trois dimensions. Trois dimensions qui singularisent, à mon avis, l'expérience du voyage, ce que c'est que voyager au siècle des Lumières. La dimension philosophique, d'abord, je commencerai par là. La dimension géographique, ensuite. Très important de faire la géographie quand on fait l'histoire du voyage, bien sûr. Et puis la dimension également politique et émotionnelle. Et il est vrai qu'au terme de cette enquête, elle m'a aussi transformé personnellement en tant qu'historien du XVIIIe siècle, en tant qu'historien des Lumières, car j'ai acquis la conviction que l'histoire du voyage forme un prisme très important pour revisiter la pensée, l'espace, la société, la politique des Lumières. Et les Lumières, c'est qu'on en a bien besoin aujourd'hui, car elles sont, à bien des égards, aux origines de notre modernité. Alors, premier point que je voudrais aborder avec vous, une nouvelle philosophie du voyage. Tout n'est pas en termes de voyage, en termes de philosophie du voyage, au XVIIIe siècle, bien sûr. On a rappelé tout à l'heure le nom de Montaigne, autre célèbre Aquitain. Montaigne qui, dans ses essais, justifiait le voyage par la nécessité, dit-il, de frotter et de limer notre cervelle contre celle d'autrui. Belle expression. Et donc Montaigne qui recommande aux jeunes de voyager pour ne pas avoir la vue raccourcie à la longueur de leur nez. Donc, évidemment, il y a déjà une philosophie du voyage au temps de la Renaissance. Mais, quelque chose, je crois, de radicalement nouveau se joue au XVIIIe siècle dans l'approche philosophique du voyage. Cette chose tient au fait que voyager n'est plus seulement une affaire d'éducation personnelle, d'éducation individuelle. Ce que représentait le grand tour pour les aristocrates. Voyager pour s'améliorer eux-mêmes, en quelque sorte. Voyager devient au temps des Lumières une expérience qui s'inscrit dans une tentative de compréhension globale et collective du monde. Je crois que c'est très important. Et pour nous aider à comprendre ce rapport nouveau qui se joue entre voyage et philosophie, je vous citerai des observations, avant de vous citer Latapi, des observations qu'a publié un certain marquis de Pesé, observations sur les voyages qu'il publie en 1783. Il fait une comparaison intéressante, que je trouve intéressante, entre les voyageurs et les philosophes, qu'il compare aux pharmaciens et aux médecins. Je le cite, 1783. Les voyageurs sont aux philosophes ce que les pharmaciens sont aux médecins. Sur les relations des premiers, les philosophes appuient leur système. D'après la pharmacie des autres, les médecins dictent leurs ordonnances. Si les pharmaciens changent les drogues, les médicaments, les malades meurent. Si les voyageurs mentent, les philosophes font de faux calculs. Le rôle des voyageurs est donc plus important qu'on ne le pense. Alors, vous voyez combien, dans la culture des Lumières, voyager et philosopher représentent en somme deux activités étroitement dépendantes, étroitement complémentaires.
Alors ceci étant dit, on va en venir à des choses plus concrètes. Comment est-ce que les voyageurs pouvaient se rendre utiles aux philosophes du XVIIIe siècle? Quelle manière de voyager devaient-ils privilégier pour leur apporter des connaissances nécessaires afin de comprendre le monde et de rendre la société plus heureuse? Ce qui était le but que s'assignaient les philosophes. Eh bien, parmi ces objectifs, parmi ces moyens, je vous en donnerai deux aujourd'hui. Il y a d'abord la défense et illustration. Ah, on a oublié le portrait de Latapie avec Montaigne, qui est important. Il y a d'abord la défense et illustration du voyage à pied. Au XVIIIe siècle, en effet, le voyage à pied n'est plus seulement réservé aux colporteurs, aux pèlerins, aux migrants saisonniers. C'est aussi le moyen de transport que prônent les philosophes. Parcourez les campagnes, suggère Diderot, par exemple, au voyageur. Ou encore Rousseau dans les Mille qui écrit « Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en carrosse ou en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. » Eh bien, les manuscrits de voyage laissés par Latapie permettent de comprendre combien ces aspirations des philosophes ont été appliquées et intériorisées sur les chemins de l'Europe au temps des Lumières. Dans ces éphémérides, Latapie documente en effet la passion pour la marche dans la nature qui s'empare de lui-même, mais aussi d'autres voyageurs. Et il dresse ce vibrant éloge de la marche face aux autres moyens de locomotion. Je vais vous citer un petit extrait des éphémérides, et donc de ces manuscrits qui sont conservés à De Jean et Postiac. C'est Latapie qui parle, évidemment. En voiture, quand il dit voiture, c'est évidemment les voitures hippomobiles, les carrosses auxquelles il se réfère. En voiture où l'on va rapidement, on ne voit que l'ensemble d'un pays, et les images se succèdent si rapidement qu'il n'en reste que de faibles traces. À cheval, sous-entendu à dos de cheval, on voit beaucoup mieux, les objets se détaillent mieux et restent davantage. Mais, pour qui en a la force, le courage et le temps, il me semble que les voyages les plus utiles et ceux qui se gravent le plus profondément dans l'imagination, ce sont les voyages faits à pied. Voilà une très belle défense et illustration qui n'appartient pas en réalité seulement à Latapie, qui a une formation de savant, de naturaliste, et donc qui, évidemment, se plaît à voyager au plus près du terrain. Mais à la même époque, ce voyage à pied, beaucoup d'économistes, d'agronomes, ils sacrifient. On pense par exemple à Arthur Young, l'anglais, qui traverse la France à pied dans les années pré-révolutionnaires. On peut penser aux artistes qui, eux aussi, voyagent de plus en plus à pied dans un contexte stratégique qui est celui de la naissance de la peinture de paysage. Donc je crois qu'aujourd'hui, le voyage à pied est devenu, vous savez, presque une éthique existentielle. Hein. On parle maintenant de ces micro-aventures qui correspondent à nos randonnées pédestres. Mais je crois qu'il est important de situer cette préoccupation qui nous est très forte aujourd'hui parce qu'on est dans des sociétés de la vitesse, on souffre quelque part de cette accélération du temps et de l'espace. Eh bien, il faut resituer cet éloge de la lenteur, en quelque sorte, et du voyage à pied dans sa profonde épaisseur historique. Ce voyage à pied, l'intimité de la nature qu'il nous fait naître, ne sont pas des inventions du XXe siècle, ne sont pas non plus des inventions de l'époque romantique, comme on l'écrit et le dit souvent. Ce sont bien des revendications de la culture, de la philosophie des Lumières. Alors, il y a un deuxième aspect de la philosophie du voyage que je voulais éclairer, c'est ce que j'ai appelé dans le livre la pratique du voyage frontière. Je vais essayer de m'expliquer sur ce terme pour vous faire comprendre comment le voyage à pied, lorsqu'il est réalisé au plus près des territoires et des sociétés, contribue à une nouvelle approche du monde, à une approche plus encyclopédique du monde. Et je crois que sur ce point, les archives de Latapie sont très intéressantes parce qu'elles sont à ce point précises qu'elles nous permettent une véritable cartographie de l'espace. Vous avez ici une carte que j'ai eu l'opportunité de réaliser avec l'aide d'un cartographe grâce à la précision très très grande des éphémérides, une carte qui vous montre l'itinéraire de Latapie pratiquement jour après jour, car vous voyez les grands carrés que vous voyez ici sont proportionnels aux étapes en nombre de nuits du trajet du voyageur, le long voyage qu'il fait depuis Bordeaux jusqu'à son arrivée à Nice et jusqu'à ce qu'il commence en quelque sorte son parcours dans la péninsule italienne. Et vous voyez que dans ce
ce voyage, je me suis attaché à cartographier les différentes modalités du voyageur. Alors, on a en vert justement les sections qu'il fait à pied, elles sont assez nombreuses, en particulier du côté dans la zone des Morts et de l'Estérel. Vous avez également un voyage important par voie d'eau, notamment en utilisant le canal du Midi, et puis vous avez des voyages à cheval et en voiture hippomobile. Donc, différentes modalités du voyage qui correspondent à différentes occasions d'appréhender l'espace. Et du coup, appréhender l'espace nouvellement, alors il y a aussi une importance des villes, évidemment, qui sont matérialisées par ces différentes étapes. Qu'est-ce qu'on y voit quand on s'attarde plus longtemps? Eh bien, ce qu'on y voit, ce sont si vous voulez, les petits points que vous retrouvez sur cette carte qui est dans le livre. Eh bien, on y voit différentes choses. On y voit à la fois des sites naturels, je n'ai pas le temps de tous vous les détailler, mais bon, les granits de la Montagne Noire, vous voyez les orgues basaltiques de Saint-Ibéry, la fontaine de Vaucluse, bien sûr. Mais on y voit en même temps des sites historiques, le château d'Aiguillon, le château de Pompignan, l'église de Moissac, et des sites productifs, des manufactures, puisque la Tapie était inspecteur des manufactures. Cela signifie que la vision du monde qu'adoptent ces voyageurs du temps des Lumières est une vision, c'est comme ça que la Tapie la qualifie de manière très forte, je crois, dans ses manuscrits, c'est une vision synoptique. C'est-à-dire c'est une vision qui cherche à embrasser l'espace et la société dans ce qu'elle a de plus varié, dans ce qu'elle a de plus divers. On verra les conséquences que ça a d'ailleurs en termes de rencontre du voyageur avec les populations. Et donc cet encyclopédisme, cette culture encyclopédique que l'on connaît à travers l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, elle a des répercussions très concrètes dans la manière de voyager, d'appréhender l'espace. Un voyage au plus proche de la nature, au plus proche des populations, au plus proche des techniques, et également, du coup, un voyage qui permet de regarder d'une manière nouvelle des objets que l'on croyait connaître. Alors ça, c'est aussi une dimension qui m'a été très chère, je dois dire, dans la lecture des archives de la Tapie. C'est comment est-ce que l'on change son regard sur un lieu quand on ne le regarde plus simplement pour ce qui est censé être. Alors je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre, qui est l'exemple de Pompéi. Vous savez que Pompéi est un lieu, les Pompéi Herculanum sont des lieux qui s'ouvrent à la culture du voyage au XVIIIe siècle, puisque c'est le moment où la monarchie napolitaine, un marquis qui creuse au fond de son jardin et qui découvre une statue extraordinaire, et donc on se met à fouiller autour du site, à excaver considérablement, comme on le voit sur cette gravure d'époque. Vous voyez ici le temple d'Isis, et on se met à découvrir une antiquité totalement nouvelle, puisque l'antiquité de Pompéi, c'est pas le Colisée, c'est pas les grands monuments romains, c'est une antiquité, comme disait Stendhal, une antiquité face à face, hein, un véritable rapport intime et quotidien que l'on a avec la civilisation antique. Eh bien, la Tapie a un regard extrêmement moderne sur le site de Pompéi. Pourquoi moderne? Parce que les personnages que vous voyez sur cette gravure, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez dire, ils font de l'archéologie. Oui. Sauf qu'ils ne font pas de l'archéologie scientifique telle qu'on la pratique aujourd'hui. Ils cherchent des trésors. Et ils excavent ces trésors pour aller les conserver dans le musée de Naples sans beaucoup se soucier du contexte de la fouille et donc du cadre dans lequel ces trésors se situent. C'est tout l'inverse que fait la Tapie, car la Tapie a un regard qui n'est pas seulement le regard d'un antiquaire, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche les trésors de l'Antiquité, mais un regard de naturaliste. Quelqu'un qui cherche à comprendre la nature du terrain. Et quand vous croisez ce regard antiquaire avec ce regard naturaliste, eh bien vous avez une approche très moderne, qui est déjà celle de l'archéologie, et que vous allez voir à l'œuvre à travers ce plan. Ce plan qui est le tout premier plan topographique de l'histoire réalisé des fouilles de Pompéi en 1776. Et ce plan, on le doit à la Tapie. Il est pour le coup conservé ici à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Et vous voyez que la modernité de ce plan, c'est d'essayer d'adopter un éclairage zénital des premières fouilles de Pompéi. Alors, c'était en plus très très difficile parce que vous savez que la monarchie napolitaine, qui voulait se réserver l'exclusivité des fouilles, interdisait absolument aux voyageurs de prendre, on ne prenait pas de photographie évidemment, mais les voyageurs écrivaient beaucoup, dessinaient beaucoup sur site. Et la monarchie napolitaine interdisait totalement aux voyageurs de prendre des notes sur le site. D'où l'esquisse du plan de Pompéi. Vous voyez, la Tapie écrit « Faites de mémoire » pour donner une idée des positions respectives des fouilles. Et ce plan est très moderne, à tel point qu'il intéresse encore beaucoup les archéologues d'aujourd'hui de Pompéi, car il ne s'intéresse pas seulement à la singularité des vestiges, mais essaie de comprendre le site de fouille dans sa globalité.
parce que la tapis pratique le voyage frontière, c'est-à-dire un voyage qui met en connexion les différentes formes de connaissances. Il stratigraphie l'espace de fouille comme le ferait un naturaliste qui classifie des plantes ou qui regarde les différentes couches d'un terrain. Donc vous voyez, ce que j'appelle le voyage frontière et qui fait la modernité du voyage au temps des Lumières, c'est regarder un même objet avec plusieurs regards. Le regard de l'artiste, le regard du savant, le regard de l'amateur, le regard du passionné des techniques. Bon, les hommes et les femmes du XVIIIe siècle étaient des gens extraordinaires. Ils avaient vocation, ils se donnaient vocation en tout cas, de ne pas assigner de limites aux différents champs du savoir. J'ajoute que ce voyage frontière, ce qui fait aussi son intérêt, sa modernité, c'est que ces voyageurs des Lumières, contrairement d'ailleurs à l'image qu'on s'en fait parfois, qu'on donne parfois de Rousseau, ils voyageaient ensemble. C'était des voyages collectifs. La tapis nous renseigne, je vais en reparler un petit peu plus tard, sur le fait qu'il se nourrit des regards que portent avec lui différents compagnons de voyage. Et donc, des espaces singuliers, comme ici vous voyez l'Italie du Sud, vont être arpentés par des groupes de voyageurs qui associent à la fois des dessinateurs, des architectes, des hommes de lettres, des savants, des naturalistes, pour comprendre dans sa globalité la singularité d'un espace. Donc vous voyez que cette pratique du voyage frontière, quand je dis frontière, c'est frontière, la frontière entre différents champs de connaissances, c'est quelque chose, je crois, de très nouveau et de très important, et que les archives, la tapis nous permettent vraiment de bien documenter. Et donc je conclurai, si vous voulez, cette première partie de mon exposé en vous disant que, eh bien, parce qu'ils embrassent d'un même œil histoire humaine et histoire naturelle, au moyen d'un rapport de proximité avec l'espace parcouru, permis en particulier par le voyage à pied, eh bien les voyageurs des Lumières mettent en pratique une philosophie du voyage qui est nouvelle, qui leur est propre et qui ne doit donc être confondue ni avec le grand tour, qui préexistait, ni avec le tourisme qui va apparaître par la suite au XIXe siècle avec la révolution du transport. Voilà pour le premier aspect. Il y a un deuxième aspect que sur lequel je voulais un petit peu aussi insister avec vous, c'est l'aspect de la géographie. La géographie, c'est-à-dire qu'on a affaire, dans ce XVIIIe siècle, dans ce siècle des Lumières, à l'appui de ces écrits, de ces archives de voyage, véritablement à une nouvelle géographie de l'Europe. Vous avez ici une carte que vous retrouvez dans le livre qui sont les routes d'Europe les plus fréquentées au XVIIIe siècle. Vous voyez, vous pouvez retrouver, je n'ai pas le temps de commenter, mais le temps, la durée des trajets qu'il fallait pour se rendre de Paris à Lyon, de Paris à Bordeaux, etc. Donc ça, c'est les itinéraires les plus pratiqués, si vous voulez. Les voyageurs du XVIIIe siècle, on le sait, ont été de grands explorateurs. Et là, il faut replacer le sujet à une échelle qui n'est plus européenne, mais une échelle mondiale. On a tous en tête, bien sûr, les noms de Cook, de La Pérouse, de Bougainville, ces premiers découvreurs du Pacifique. Mais je crois que, en focalisant l'attention sur ces grandes expéditions maritimes, on en a oublié une chose essentielle, c'est que cette dynamique de l'exploration, elle n'a pas simplement touché les rivages lointains, les atolls du Pacifique et de Tahiti, elle a touché aussi le vieux continent, l'Europe, que ces voyageurs du XVIIIe siècle cherchent à mieux connaître, en investissant plus seulement le monde des cours, le monde des villes, mais en partant à la découverte des milieux naturels, milieux ruraux, milieux insulaires ou péninsulaires. Et donc ces voyageurs, la tapis en est un très bel exemple, si vous voulez, vont être en quelque sorte vont rendre possible pour la première fois une unification culturelle de la géographie européenne. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en connexion les littoraux et l'intérieur des terres, les vallées avec les sommets. On sait qu'au XVIIIe siècle, c'est le siècle de la première ascension du Mont Blanc, par Saussure, il y a des choses qui sont connues. Ils vont mettre en connexion les capitales avec les régions les plus reculées. Ils vont véritablement permettre à l'Europe de se penser de manière beaucoup plus universelle, beaucoup plus pleine. Alors, ça c'est une chose générale. Maintenant, comment ça se passe? Et c'est ça, le trésor de Jean et Costiac, c'est qu'on rentre véritablement pas simplement dans l'esprit, mais dans les pieds, dans les pas du voyageur. Et la tapis décrit ce processus de découverte interne de l'Europe à travers une expression que je trouve très belle et qui est issue de ces manuscrits,
finalement, je voyage vers des chemins où Dieu ne passa jamais. Étrange expression qui caractérise dans ces lieux encore méconnus qui demeurent ouverts à l'investigation des voyageurs de son temps. Alors quels sont ces chemins où Dieu ne passa jamais? Vous connaissez peut-être le nom du livre Christo si fermato a Eboli, le Christ s'arrêtait à Eboli, l'expression de Latapi anticipe presque ce beau roman du XXe siècle. Alors, ces terres, ce sont d'abord ces trois choses, je dirais, ces chemins. C'est d'abord des territoires de confins. Vous avez ici la carte du voyage italien de Latapi. Celle en fait qui suit, vous la retrouverez dans le livre, celle qui suit l'itinéraire de Bordeaux à Nice que vous avez vu juste avant. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle montre l'importance d'abord d'un voyage maritime qui fait pendant en quelque sorte le voyage terrestre, et ça c'est un petit peu une nouveauté, parce que les voyageurs du XVIIe siècle s'intéressaient essentiellement à l'Italie du Nord et à l'Italie des villes. Et puis du coup, en employant en usant si vous voulez, pas simplement de diverses embarcations, Latapi parcourt cette Italie méridionale, cette Italie insulaire, cette Italie de la Sicile, cette Italie de Malte, mais aussi ces petites îles, vous le voyez, de l'archipel toscan. Il va également en Corse. Et donc, il part véritablement à la découverte d'une Italie qu'on ne connaissait pas, d'une Italie qu'on ignorait, d'une Italie des confins, qui est finalement une Europe nouvelle. Et cette Europe nouvelle, cette Italie des confins, que Latapi découvre, on la retrouve à d'autres endroits, si vous voulez, du voyage en Europe. C'est le moment où on porte un nouveau regard sur les Lapons de Scandinavie, sur les habitants des Balkans, sur les Highlanders, écossais également. On commence à s'intéresser à l'Écosse à ce moment-là. Donc, finalement, les voyageurs reconnectent l'Europe à des confins nouveaux. Alors, il ne faut pas être totalement naïf par rapport à ces volontés. Derrière ces voyages, il n'y a pas simplement une volonté désintéressée de découverte. Ces voyageurs, et Latapi le premier, voyagent parce qu'on leur donne de l'argent, ça coûte cher de voyager. C'est plusieurs milliers de livres que Latapi reçoit de Trudel de Montigny. Et ceux qui financent le voyage, ils ont des intentions derrière la tête, bien sûr. Ils ont des intentions d'espionnage industriel, des sites productifs, ils ont des intentions aussi peut-être de conquête de ces territoires. On peut dire très concrètement que les visées impérialistes russes, autrichiennes, britanniques, françaises ou vénitiennes ont poussé, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au voyage, à l'exploration de vastes territoires, de confins, donc comme la Grèce, comme la Sibérie, comme la Galicie, comme les Highlands, comme la Corse ou comme la Dalmatie. Les voyageurs auront été en quelque sorte ces aides d'une forme de colonisation intérieure de la vieille Europe, menée, c'est un peu un paradoxe, au nom d'un processus de civilisation porté par la philosophie des Lumières. Alors, donc, ces chemins où Dieu ne passe jamais, c'est des territoires de confins. Ce sont aussi, et ce n'est pas un paradoxe, c'est un complément, ce sont aussi des espaces et des territoires de proximité. Et ça, c'est aussi, je crois, une grande leçon que nous donnent les archives Latapi, ce que j'appelle dans le livre l'invention d'un voyage autochtone. C'est-à-dire l'idée que pour être dépaysé, on n'a pas besoin d'aller loin. Pour être dépaysé, on peut s'empayser. C'est-à-dire on peut partir à la découverte de son pays lui-même. Ça paraît naturel aujourd'hui quand vous lisez les livres de Sylvain Tesson ou autres, ce rapprochement avec le voyage du proche en quelque sorte. Eh bien, les hommes et les femmes des Lumières inventent et pensent eux aussi ce voyage du proche. Je vous donne un exemple pour dépayser de Latapi en quelque sorte, à travers Thomas Pennant, et cet Anglais qui, lui aussi, les Anglais partent au XVIIIe siècle à la découverte de leur propre pays, de l'Écosse, de ce nord de la Grande-Bretagne, dans le cadre de ce qu'on appelle une sorte de home tour. Et ce home tour, il n'est pas seulement pratiqué par les Britanniques. En réalité, Latapi nous montre, à travers sa traversée de la France méridionale, qu'il y a un très grand attachement à la découverte des territoires proches, à la redécouverte des villes moyennes, à la redécouverte des villages. La traversée de la France méridionale par Latapi est un modèle en ce sens. Et il y a un véritable choc patrimonial qui est à l'œuvre dans l'esprit des voyageurs lorsqu'ils découvrent que finalement, on n'a pas besoin d'aller très loin pour découvrir des vestiges merveilleux. Latapi s'arrête très longtemps à Nîmes, par exemple,
vous savez comme moi, les vestiges romains de Nîmes sont absolument exemplaires, ils sont à certains égards parfois mieux conservés que certains monuments de Rome. Eh bien, c'est par le voyage autochtone, par le voyage dans son pays lui-même, que les voyageurs de lumière prennent conscience de ces attentes locales. Enfin, les chemins où Dieu ne passe jamais, ce sont aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans nos guides de voyage traditionnels, des itinéraires bis, c'est-à-dire des lieux qui nous permettent de sortir, de quitter les routes ordinaires pour faire en quelque sorte l'école buissonnière du voyageur et découvrir des espaces cachés au cœur de territoires que l'on croyait connaître. Alors, la tapis nous en offre un certain nombre d'exemples. Je vous en montre un ici qui m'est à cœur au travers de cette route qui, vous voyez, l'itinéraire en rouge que vous voyez ici, c'est un itinéraire très classique, parcouru par Montaigne, parcouru par Montesquieu, qui relie Venise à Milan. Hein, donc un itinéraire dans le parcours traditionnel du voyage d'italien. Et ce que fait la tapis en 1776-1777, accompagné d'ailleurs par un voyageur vénitien qui s'appelle Alberto Fortis, et vous voyez, il prend la poudre d'escampette et il accomplit ce petit tour à l'intérieur du voyage traditionnel dans les montagnes du Vicentin, au nord de Vicence. Et que va-t-il chercher dans ces montagnes? Eh bien, figurez-vous qu'il va y chercher des poissons. Pourquoi est-ce qu'on va trouver des poissons dans les montagnes? Eh bien, parce que dans ces montagnes du Vicentin se trouve l'un des plus fabuleux gisements de fossiles de toute l'Europe, et même on peut dire du monde entier, qui est le gisement des poissons fossiles du mont Bolca, qui date de l'époque de l'Éocène. L'Éocène, évidemment, c'est une époque géologique que les voyageurs de lumière ne connaissent pas, mais cette découverte des poissons fossilisés du mont Bolca est absolument un épisode fascinant pour les voyageurs des Lumières, parce que d'abord on se demande comment des poissons ont échoué sur les montagnes. C'est pas évident, c'est l'époque où on s'interroge sur la formation du relief terrestre. Et puis plus intéressant encore, il remarque que la forme de ces poissons ne correspond pas aux espèces de poissons connues à leur époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ouvre évidemment la voie à une possible réflexion sur l'évolution des espèces, et donc à une historicisation de la nature qui va donner lieu, quelques décennies plus tard, comme on sait, à la théorie de Charles Darwin. Donc vous voyez que les chemins où Dieu ne passe à jamais, les itinéraires bis, c'est pas simplement, pour les voyageurs de lumière, la poudre d'escampette, c'est véritablement des occasions de découverte qui reconfigurent considérablement la pensée, la philosophie, l'approche de la science au temps des livres. Alors, j'ai parlé de géographie. J'ai pas encore beaucoup parlé pour l'instant, mais ça va venir, rassurez-vous, de société. On fait de l'histoire sociale, on veut savoir qui voyage et qui est-ce qu'on rencontre. Alors je vais commencer à parler de société en vous disant que, tout en le reliant à la géographie, au XVIIIe siècle, ces voyageurs partent aussi de plus en plus, et c'est une nouveauté, à la rencontre de nouvelles personnes. J'évoquais le Grand Tour tout à l'heure en disant que les aristocrates du Grand Tour avaient pour habitude de se fréquenter entre eux, ce qui est vrai. La nouveauté du XVIIIe siècle, c'est qu'il nous met en lien avec une quête par les voyageurs de personnalités qui ne sont pas seulement des personnalités bien nées, mais des personnalités connues pour leur engagement au service du bien public. Le voyage forme donc une occasion, si vous voulez, de rencontrer ces grandes figures publiques caractéristiques de l'espace médiatique des Lumières. Et à ce titre, la tapis là aussi est ces voyages sont très intéressants. En particulier lors de son voyage en Angleterre. En Angleterre, il va voir le roi d'Angleterre, George III, dans son palais de St. James, mais il nous décrit de manière beaucoup plus enthousiaste sa visite à Benjamin Franklin, par exemple. Sa visite à David Garrick, qui à l'époque, Garrick, c'est le Brad Pitt du XVIIIe siècle. Hein. C'est véritablement l'acteur que l'Europe entière connaît. Et la tapis, il va voir Garrick, il ne va pas seulement le voir sur scène, il va chercher à le voir chez lui pour l'approcher, pour le toucher. Et évidemment, parmi ces célébrités que les voyageurs de lumière veulent approcher, on a les philosophes des Lumières, qui deviennent en eux-mêmes des destinations de voyage. Alors ça, c'est une chose extraordinaire. À travers le cas notamment de Voltaire, vous avez ici une représentation de Voltaire qui accueille un voyageur dans sa demeure de Ferney. Voltaire est en exil, si vous voulez, en semi-exil à Ferney, tout près de Genève. Et Voltaire a très bien compris le profit
qu'il pouvait tirer de la venue de voyageurs à son chevet pour diffuser sa philosophie et ses idées. Et alors, c'est là où je vous dis que le trésor de Nogent et Costiac est vraiment un trésor. On a, avec la tapis, la description d'une des toutes dernières visites à Voltaire, réalisée en 1777, un an avant la mort de Voltaire. Voltaire a alors 83 ans, et la tapis nous décrit sa rencontre avec le philosophe de Ferney en des termes qui sont, à mon avis, très révélateurs de ces nouvelles lumières médiatiques qui s'emparent de la géographie et de la culture du voyage au XVIIIe siècle. D'abord, je vais vous dire ce qu'il dit de Voltaire, la tapis, dans ses éphémérides. Il n'est pas du tout connu avant ses découvertes. Alors, il dit de lui, il parle de son corps d'abord, très intéressant. Et il a un regard, le voyageur de la tapis a sur le corps de Voltaire un regard qui est, disons-le, assez, qui peut paraître assez sévère. Il dit de lui, il a l'air d'un homme qui sort du tombeau. Vous voyez la figure, hein? On y est presque. Ou d'une grande maladie. Ses jambes sont comme des fuseaux et son visage est presque comme celui d'un squelette couvert d'une peau desséchée. Pas très ragoûtant. Mais je crois que cette description est en réalité très intéressante, car il faut la mettre en corrélation avec le fait que la rencontre avec Voltaire est pour la tapis la véritable et ultime consécration de son voyage. À telle enseigne que du jour où il rencontre Voltaire, il lève la plume et il arrête ses éphémérides. Son voyage a été consacré. Il a rencontré Voltaire, c'est le plus beau jour de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'image des rois du Moyen-Âge, tels que les avait dépeints le grand historien Ernst Kantorowicz, le philosophe des Lumières est en quelque sorte doté d'un double corps, si vous voulez. Il y a le corps physique, dont on se plaît à décrire la décrépitude. Voltaire va mourir il y a un an de son voyage à Paris et de sa mort. Évidemment, le corps physique est annonciateur de la fin prochaine. Mais il y a aussi le corps philosophique. Et le corps philosophique, il est beaucoup plus important parce qu'il symbolise, au contraire, la pérennité immortelle d'une pensée, qui est une pensée émancipatrice pour l'humanité à venir. C'est-à-dire que Voltaire, évidemment, va se survivre à lui-même, et c'est ce que nous enseigne la tapis à travers cette singulière description. Donc, et j'en termine là pour ce deuxième aspect, c'est une autre Europe du voyage qui se dessine au XVIIIe siècle, oui, je crois. C'est une Europe qui intègre des territoires, intègre des mondes sociaux qui sont tout à fait nouveaux et qui nous disent beaucoup de choses de notre modernité sociale et politique. Alors, je terminerai en disant que, enfin, essayant d'explorer avec vous une dimension plus sociale et politique. Car, j'ai parlé de la tapis, je donne quelques exemples, mais enfin, je ne vous ai pas dit à qui cette Europe du voyage est accessible. Et donc, il faut bien se demander qui était concrètement susceptible au XVIIIe siècle de voyager. Je dis qu'il n'y avait pas que des aristocrates, mais est-ce que tout un chacun pouvait voyager? C'est ce que j'ai essayé d'aborder dans le livre et que je vais évoquer avec vous à présent en essayant de vous présenter ce que j'ai appelé la société du voyage, qui est une société, je crois, profondément éprise de liberté. Et il faut réfléchir, je pense que c'est un sens important, y compris pour notre époque actuelle, à ce qu'il y avait derrière ce mot et ces aspirations de liberté pour les voyageurs de cette époque. L'idée que vous pourrez retrouver dans le livre, c'est que, évidemment, le monde social du voyage est beaucoup plus bigarré, beaucoup plus varié que celui que nous présentent les portraits célèbres de voyageurs du Grand Tour. Vous en avez deux beaux ici, qui sont peints par Battoni, dont un bel écossais avec son tartan, son kilt. Mais je crois que ces portraits nous enseignent, enfin, nous donnent un peu une illusion de croire que ces voyageurs ne voyageraient que les gens bien nés. En réalité, il y a tout un archipel des voyageurs qui se dilue, qui se développe au XVIIIe siècle, qui s'élargit considérablement, et qui s'élargit aussi philosophiquement, puisque cette nouvelle société du voyage est animée par un profond désir de liberté. Alors, cette société du voyage, c'est bien beau de dire tout ça, mais en historien, c'est toujours pareil, comment on l'étudie?
Il faut des sources. Comment on la mesure? Comment on évalue les flux de voyageurs? Eh bien, ici encore, on risque de ne plus vous surprendre. Les archives d'Atapi sont un trésor inestimable. Pourquoi? Parce qu'elles nous offrent la possibilité d'une véritable radiographie de l'Europe voyageuse. Vous avez ici un extrait d'une base de données que j'ai réalisée sur la base des archives d'Atapi qui recense, c'est vous dire à quel point ces récits de voyage, ces journaux de voyage sont précis, ces écrivages sont précis, les 1313 rencontres que l'Atapi réalise lors de son grand voyage français et italien entre 1774 et 1777. Qui rencontre-t-il? C'est quand même très intéressant. Est-il dans une sociabilité de la distinction, de l'exclusion, de l'intégration au contraire? Eh bien, on peut, compte tenu de la pression de ces archives, avoir une approche quantitative, statistique de ces rencontres. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Des choses intéressantes. On y découvre d'abord que sur les 245 voyageurs que l'Atapi rencontre, on a moins d'un tiers qui relèvent des couches sociales privilégiées. Donc de ceux qu'on appellerait aujourd'hui les voyageurs du grand tour. Plus des 2 tiers sont des voyageurs issus de ce qu'on appellerait rentrer, celui le tiers des. Donc plein de gens voyagent au XVIIIe siècle. Hein, et vous pourrez retrouver dans le livre le portrait de voyageurs pèlerins, de voyageurs libertins, de voyageurs aventuriers, de voyageurs francs-maçons, de toute une série de catégories nouvelles que ce tableau nous permet de mesurer. L'autre chose qui me semble intéressante, c'est que ce tableau, par-delà les voyageurs eux-mêmes, nous offre un instantané de la société du voyage, c'est-à-dire non seulement des voyageurs, mais des couches sociales que les voyageurs étaient appelés à rencontrer. Qu'est-ce qu'on y découvre quand on fait une étude? Bon, vous avez quelques exemples. On découvre que le voyageur côtoie pas moins de 24% de ces rencontres qui sont des personnages, hommes ou femmes, issus des couches populaires. Ce qui offre un assez singulier démenti au fait que la pratique du voyage ne concernerait que le monde des élites. On a toute une société sédentaire en Europe au XVIIIe siècle qui vit, qui s'anime au rythme de l'Europe de voyageuses. Qui sont ces gens que l'Atapi rencontre comme d'autres? C'est des secrétaires, c'est des guides locaux, c'est des cicérones, c'est des maîtres de langue qui apprennent les langues, c'est des marins, c'est des voituriers, c'est des valets de place, des libraires, des aubergistes. Donc toute une économie finalement de la mobilité qui n'a pas attendu la naissance du tourisme et de la révolution des transports pour se mettre en mouvement. Ça m'intéresse beaucoup cette irruption du peuple dans la culture du voyage car je la mets en parallèle, j'aime beaucoup l'histoire de l'art, comme vous je pense, et je la mets en parallèle à l'irruption du peuple dans les représentations artistiques de cette époque. Vous avez ici des exemples de 2 des plus grands fresquistes et artistes vénitiens du XVIIIe siècle, les Tiepolo. Les a longtemps confondus en disant que, bon ben voilà, il y a un Tiepolo, et puis finalement les historiens d'art sont parvenus à dissocier le père et le fils. Le père, c'est Giambattista Tiepolo, qui dans cette villa Valmarana Ainani, près de Vicence, représente des figures qui, vous voyez, sont des figures aristocratiques, mythologiques, extrêmement haut placées, on pourrait dire, dans la société ou dans l'imaginaire de l'époque. Et puis on a son fils, Giandomenico Tiepolo, qui, à 2 décennies de distance, se met à représenter dans les fresques de cette même villa, d'un autre bâtiment, eh bien, des contadini, des paysans, des gens du peuple. Et donc cette irruption des couches populaires, cette sociabilité mixte en quelque sorte, on la voit à l'œuvre dans la sociabilité du voyage, on la voit à l'œuvre dans l'histoire de l'art, et on va la voir à l'œuvre, évidemment, c'est naturel, quelques décennies plus tard, au temps de la Révolution française. Alors, bon, le temps passe, je suis déjà long, donc je ne vais pas effectivement égrener les différentes catégories de voyageurs nouveaux que vous pourrez découvrir dans le livre, mais il y a une catégorie quand même sur laquelle je voudrais insister, c'est la catégorie des voyageuses, c'est-à-dire les femmes. Et la dimension me semble très intéressante car elle permet de mettre en avant la véritable dimension libératrice que revêt au XVIIIe siècle l'expérience du voyage et sa mise en récit par des femmes. Alors, je sors ici un petit peu des archives d'Atapi, et pour vous montrer, vous rappeler que plusieurs femmes sont parvenues au XVIIIe siècle à construire ou à renforcer leur statut d'autrice par la pratique et l'écriture du voyage.
Vous avez un exemple de voyageuse ici, mais pour le statut d'autrice de voyageuse, vous avez en particulier le cas de l'anglaise Mary Wortley Montagu ou de la française Anne-Marie Dubocage. Et à travers une série d'exemples que j'ai mobilisés dans ce livre, j'ai voulu montrer comment l'expérience du voyage a représenté pour les femmes des Lumières un facteur favorable. Émancipation, ça serait un mot trop anachronique, mais un facteur de libération, au sens que Michel Foucault donnait à ce mot. Une perspective qui prolonge celle qu'avait envisagée l'historienne Michel Perrault, qui dans sa célèbre Histoire des femmes, dans l'Histoire des femmes de Michel Perrault, il y a un chapitre qui dit sortir. Et sortir, à travers le nom de ce chapitre, elle montre bien que, évidemment, l'assignation à ne pas sortir, c'est-à-dire l'assignation à la sédentarité, c'est dans l'histoire toujours une forme élémentaire du contrôle social et patriarcal. Donc, si vous arrivez à sortir, si vous arrivez à voyager, oui, vous commencez à vous libérer. Et on a de très beaux exemples à travers, par exemple, une voyageuse allemande, Sophie von la Roche, qui a voyagé jusqu'à Bordeaux en 1785. Et son récit de voyage a d'ailleurs récemment été traduit en français et publié, et qui privilégie justement la dimension féminine de ses participants et de son discours de voyageuse. Et puis vous avez un autre exemple à travers ce portrait qui semble un petit peu rigoriste, qui est celui de l'anglaise Esther Lynch Piozzi, mais en réalité, pour cette anglaise, le fait de voyager a été un facteur de libération extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que cette anglaise, Esther Lynch Piozzi, a eu l'audace de faire un second mariage, ce qui n'était pas bien vu dans la société anglaise, avec Gabriel Piozzi, d'où son nom de Lynch Piozzi. Gabriel Piozzi qui était un maître de musique italien, catholique et peu fortuné. Alors c'est pour l'Angleterre, maître de musique, italien, catholique et peu fortuné, ça fait quand même beaucoup de caractéristiques qui fait que vous allez être mis au banc de la société. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Esther Lynch Piozzi, qui a vu tous ses amis, y compris les plus grands, Samuel Johnson, etc., s'éloigner d'elle à la suite de ce second mariage. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle part en voyage avec son nouveau mari en 1784 pour parcourir la France et l'Italie. Et dans le récit qu'elle publie 5 ans plus tard de son expérience de voyage continental, eh bien, Esther Piozzi prend le public à partie en faisant du voyage une véritable justification de sa liberté sentimentale. Les femmes qui voyagent sont donc souvent, au XVIIIe siècle, des femmes libérées, pourrait-on dire, si j'ose cette expression un petit peu anachronique. Ce sont aussi, rappelons-le, des femmes courageuses, très courageuses. Pourquoi? Parce que, il ne vous aura pas échappé que, quand on voyage au XVIIIe siècle, en général, le voyage dure plus de 9 mois. Ça signifie que, quand vous êtes une femme, vous devez vous attendre, si vous voyagez, à accoucher, je ne dirais pas sur le bord du chemin, mais en tout cas dans un pays, dans une ville, dans des conditions qui ne sont pas celles de votre quotidien. Et donc on n'est pas surpris de voir figurer dans les dialogues de cette conversation courante franco-allemande, donc une sorte de dialogue, si vous voulez, de manuel du voyageur, un côté en français, un côté en allemand, publié par Madame de Genlis, dans son manuel du voyageur de 1799, celui destiné à une voyageure, dit-elle, c'est la thématique de la rubrique, voyageuse forcée d'accoucher dans une auberge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a l'expression en français, je ne vous la donnerai pas en allemand, parce que je ne parle pas allemand, mais en français, ça donne la question que l'on apprend à mémoriser. Quel est le meilleur accoucheur ou la meilleure chasse-femme de cette ville ou de ce lieu? Il faut l'aller chercher sur le champ, dites-lui que cela est très pressé, qu'il vienne en diligence. Des outils qui permettent aux voyageuses de subvenir au plus pressé en cette situation. Cette épreuve, elle nous conduit à une autre dimension qui sera la dernière et que j'ai voulu rendre assez centrale dans l'écriture du livre. Cette dimension, c'est celle des émotions. J'ai commencé cette conférence avec une confession émotionnelle. Je vais donc l'achever avec un tableau des émotions qui concerne les voyageurs du XXe siècle. L'importance des émotions associées à l'expérience du voyage. On se trompe souvent, je crois, en faisant du XVIIIe siècle le siècle de la raison. Le siècle de la raison encyclopédique, vous savez, de la froide raison théoricienne. Le XVIIIe siècle est le siècle de la raison. Ce n'est pas faux de le dire. Mais, et c'est ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, car nous sommes les enfants, je crois, d'une partition un peu mortifère entre la raison et les émotions. Partition qui date d'ailleurs, ça a bien été montré par certains historiens et historiens, des lendemains de la Révolution française. On sépare
les émotions qui sont de l'ordre du privé et la raison qui sont de l'ordre du public, le XVIIIe siècle ne pensait pas comme ça. Les hommes et les femmes du XVIIIe siècle et la culture du XVIIIe siècle est un monde, et donc le voyage du XVIIIe siècle, c'est un voyage de la raison sensible. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. En vous évoquant la dimension très intime, très émotionnelle du voyage, qui, figurez-vous que maintenant ça ne vous surprendra plus, est peut-être comprise de manière très forte grâce aux éphémérides de la Tapie et aux archives de la Tapie. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement les éphémérides de ce voyageur mettent en scène ces émotions intimes face au théâtre du monde, mais elles contiennent un alphabet secret. Vous l'avez ici. J'ai enlevé à la Tapie son secret d'une certaine manière, mais un alphabet secret qu'il emploie, pas toujours, mais parfois dans son récit, et qui lui permet d'exprimer, tout en les dissimulant, ses pensées les plus secrètes et inavouables. Un alphabet que je suis parvenu à décrypter en partant des voyelles et en remontant aux consonnes. Celles et ceux d'entre vous qui souhaiteront acquérir le livre et se faire dédicacer, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation bien sûr, je vous ferai un plaisir de vous le dédicacer en alphabet crypté. Vous aurez à la fois le code, et puis le secret et le moyen de décrypter le secret. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Tapie dans cet alphabet? Là, vous avez l'alphabet tel qu'il est trouvé dans les manuscrits de Jean et Costiac, et puis là, vous avez, très concrètement, les passages. Vous voyez l'exemple de passages cryptés. Vous voyez, qui sont... parfois, c'est quand même plusieurs lignes. Ça a pris un certain temps de décoder tout ça. Mais enfin, en même temps, c'était très excitant. Il faut savoir que non seulement je lisais un manuscrit que presque personne n'avait lu, mais je décryptais un passage émotionnel que peut-être les contemporains de la Tapie eux-mêmes n'avaient plus lu. Alors, il dit beaucoup de choses. Je ne vais pas spoiler, mais vous découvrez pas mal de choses dans le livre. Des passages aussi assez scabreux parfois. Le XVIIIe siècle est un siècle aussi celui du libertinage. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise ce vocabulaire pour nous montrer que son voyage a été aussi celui d'un véritable exil émotionnel. Un exil émotionnel qui l'a poussé à se guérir, et c'est ce que montrent ces passages, d'une blessure sentimentale. Et alors là, j'étais moi-même, je dois dire, très ému en lisant ces passages, car en fait, j'ai découvert que l'histoire de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, c'est cet ouvrage que plus personne ne lit aujourd'hui, et qui au XVIIIe siècle, est assez difficilement lisible, il faut bien dire, c'est des torrents de larmes et de sentiments, etc. Au XVIIIe siècle, c'était un best-seller, la Nouvelle Héloïse. Eh bien, cette Nouvelle Héloïse qui raconte l'amour contrarié entre Julie et Saint-Preux, eh bien, cette histoire de la Nouvelle Héloïse contée par Rousseau, c'est l'histoire que la Tapie a vécue avant de partir en voyage. Je la fais brève, la Tapie est à Paris avant de partir en Italie. Il est précepteur de la très aristocratique famille des Langeron. Vous venez peut-être venir. Une idylle se noue entre lui et la jeune Aglaé de Langeron. Idylle très forte, partagée. Idylle, évidemment, tuée dans l'œuf par des parents Langeron, pour lesquels il était absolument impensable qu'une future marquise épouse un vulgaire fils de notaire. La Tapie est totalement abattue, il se prépare à mettre fin à ses jours, et puis il laisse finalement à la vie une dernière occasion de le surprendre en prenant la route, en voyageant. Et donc c'est cette thérapie progressive par le voyage que l'alphabet crypté nous permet de suivre pas à pas. Et il y a un certain nombre de passages, vous comprendrez comment il parvient peu à peu à se libérer de cette histoire difficile. Alors, je terminerai en disant que ces émotions, qui sont très fortes, elles sont individuelles, elles sont intimes. Évidemment, le XVIIIe siècle est le siècle de Rousseau, le siècle où l'intime prend une importance particulière. Mais ces émotions, elles sont aussi collectives. C'est-à-dire qu'elles sont partagées à l'échelle de la société européenne du XVIIIe siècle. Ça, on le voit bien à travers le voyage que la Tapie a accompli en Angleterre. Je vous montre cette carte du voyage anglais, carte que je n'ai pas le temps de détailler, mais dans laquelle vous trouvez une chose intéressante, c'est les points verts.
les points verts qui montrent que lors de son voyage anglais de 1770, Latapi a particulièrement été intéressé par la découverte des jardins anglais. Et on le sait peu, enfin on le savait au XVIIIe siècle, on ne savait pas que c'était lui, Latapi a pour le coup joué un rôle fondamental dans le transfert en France de cette nouvelle esthétique paysagère des jardins anglais. Alors il l'a fait en traduisant un ouvrage anglais de Thomas Whately, auquel il a donné le nom de l'art de former les jardins modernes. Alors, il n'a pas été retenu comme traducteur de cet ouvrage parce que, modeste comme il était, il n'a pas laissé son nom. Et cet ouvrage, je l'ai découvert, a été extrêmement lu par les milieux d'amateurs, d'architectes des jardins au XVIIIe siècle, et a été l'ouvrage théorique fondamental à travers lequel on s'est mis à voyager en Angleterre pour découvrir les jardins et à concevoir en France, en Ile-de-France et ailleurs, ces nouveaux jardins anglais qui laissent, vous le savez, une liberté plus grande à la nature et qui rompent avec la géométrisation des jardins à la française. Ces jardins, ils sont une nouvelle esthétique, ils sont aussi l'expression d'une nouvelle politique. Car, et Latapi n'en fait pas mystère, ce qui lui plaît en Angleterre, c'est pas simplement la liberté du jardin, c'est aussi la liberté politique. Évidemment, lorsqu'il arrive en Angleterre, comme les autres voyageurs, il découvre une île où il y a la liberté de la presse. Vous pouvez dire ce que vous voulez sans être menacé par une lettre de cachet. Et il compare cette Londres, si vous voulez, très libérale, face à un Paris où, dit-il, on se murmure à l'oreille. Donc, cette aspiration à la liberté est une chose très forte, liberté esthétique, liberté politique, et elle doit, je terminerai par là, nous renvoyer aussi au fait que l'Europe que ces voyageurs traversent, c'est une Europe qui est beaucoup plus variée, diverse politiquement que celle qu'on connaît aujourd'hui. L'Europe du XVIIIe siècle, on le voit avec cette carte, c'est pas simplement une Europe des monarchies. D'abord, il y a des monarchies, mais elles ne sont pas toutes absolues. Il y a des monarchies parlementaires, comme en Angleterre. Il y a aussi des républiques, celles qui sont indiquées en vert dans cette carte. Et donc, en voyageant en Europe, il faut peser à quel point ces voyageurs ramènent dans leur pays des expériences politiques qui ancrent, qui nourrissent leur profond désir, leur profonde aspiration à la liberté. La liberté n'est pas un vain mot pour les voyageurs des Lumières. Je vous cite cette expression de Latapi figurant dans les manuscrits de Nogent et Costiac. Il est en 1774, il est en France encore, c'est le début de son voyage, et il dit « Chacun est dominé par ses goûts. Le mien, mon goût, est la liberté extrême. Je veux toujours pouvoir me dire « Je verrai ceci, j'irai là, si je veux. » Par-delà le cas du voyageur bordelais, cette aspiration à la liberté extrême a bien été celle de toute une génération de voyageurs qui ont parcouru les chemins de l'Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je vous donne un exemple, je viens de Grenoble, je vais vous donner quand même l'exemple d'un voyageur grenoblois, l'avocat Collot de la Salle 7, qui à un moment donné écrit à propos de la ville de Grenoble, en parlant d'un voyage dans les montagnes qu'il va faire avec l'avocat Savoie-Rolin, il écrit « Nous venons de quitter une ville qui nous ennuie. Nous fuyons les affaires et ne courons qu'après la liberté. » C'est un air pur que nous cherchons sur ces montagnes, une manière de vivre indépendante de toute étiquette et bienséance gênante. Les archives du voyage nous montrent qu'avant de s'ériger en programme politique, en étendard citoyen, cet étendard que l'on voit sur toutes nos mairies, la liberté c'est une émotion. Une émotion qui a été intensément éprouvée sur les routes de l'Europe. Et, je terminerai de terminer, c'est plusieurs fois que je termine, là j'ai vraiment terminé, en disant que éprouver, c'est le mot juste. Parce que c'est pas parce qu'on professe la liberté qu'on l'éprouve, qu'on la ressent, si vous voulez. Ces voyageurs sont issus d'une société, il ne faut pas s'en cacher, qui est une société extrêmement clivée, politiquement, socialement, la société de l'Ancien Régime finissant. Et c'est ce que j'ai cherché à montrer dans le livre en analysant les différentes émotions éprouvées par les voyageurs au fil de leur route. Quelles sont ces émotions qui déclinent les chapitres, si vous voulez, de mon livre? La joie, la tristesse, le rire. Très intéressant, bien sûr, au rire du voyageur. De quoi on rit au XVIIIe siècle? Il y a des jeux de mots de Latapi qui sont très amusants. La colère également. Mais il est une émotion sur laquelle je voudrais dire un dernier mot, c'est une émotion que l'on cache et qui pourtant est décisive, je crois, pour comprendre l'époque, c'est la honte. La honte est une émotion que Latapi éprouve à de multiples reprises au fil de son voyage, mais qu'il réussit peu à peu à sublimer. Et c'est ce dont témoigne cette scène, qui
qui se déroule en mai 1775 à proximité d'Albano, dans un paysage, vous voyez, très beau, virginien, qui est représenté dans ce tableau qui est conservé dans hasard de M. Cornol, et qui représente ce paysage volcanique très apaisé, parce qu'au sein du cratère du volcan, il y a un lac, que la tapis va voir justement pour correspondre à son amour du voyage en lien avec la marche à pied de la nature. Mais Albano est aussi à cette époque un lieu de résidence d'un personnage que je connais bien par ailleurs, qui s'appelle le cardinal de Bernis. Le cardinal de Bernis, c'est l'ambassadeur de la France à Rome à l'époque, et il a, en tant que cardinal, une résidence en tant qu'évêque à Albano. Et donc, va advenir un épisode que la tapis vit comme une honte véritable, qui est la rencontre qu'il fait de ce cardinal qu'il avait côtoyé à de multiples reprises à Rome, en mangeant à sa table, fastueusement dans son palais d'ambassade, et qu'il retrouve alors que lui-même marche à pied dans la campagne. Et voilà ce qu'il écrit dans les éphémérides. À une demi-heure de Castel Gandolfo, et dans un endroit où le chemin était assez étroit, j'ai fait la fâcheuse rencontre de monsieur le cardinal de Bernis. Je ne pus éviter que son chef d'office qui était à cheval ne m'ait reconnu et abordé. Quand le carrosse a passé, je n'ai pu m'empêcher de mettre mon parapluie devant moi comme un bouclier. J'ai eu sottement une des grandes hontes de ma vie, comme si c'était un grand crime de faire usage de ses jambes, et comme si un homme qui se propose d'observer par lui-même et d'après la nature d'un pays devait aller autrement. Ce passage me semble très intéressant car il y a dans cet écrit un instant de basculement. Un instant de basculement qui se situe quelque part entre le geste physique d'ouverture du parapluie qui vise à dissimuler la honte et le geste d'écriture du journal de voyage qui permet de documenter la honte et donc de la sublimer. Cet instant, il désamorce le mécanisme d'intériorisation de la honte en faisant prendre conscience au voyageur que ce qui est indigne, ce n'est pas lui, c'est la société dans laquelle il vit, qui est injuste et absurde. Et dès lors, l'expérience du voyage n'est plus envisagée comme une contrainte vis-à-vis de normes imposées par l'extérieur. L'expérience du voyage devient une occasion qui invite le sujet à être le moteur de sa propre existence. Quel est le sceau de la liberté acquise, demandait Nietzsche, le philosophe? Ne plus avoir honte de soi-même. Eh bien, c'est, je crois, cette lutte émotionnelle que Rousseau, que la tapis et que bien d'autres voyageurs ont menée sur les chemins de l'Europe. Et c'est cette lutte qui nous permet de mieux comprendre l'articulation fondamentale qui relie l'époque des Lumières avec l'époque des Révolutions. Je terminerai très brièvement, je ne suis encore en train de terminer, c'est un défaut professoral, mais je vous assure, cette fois c'est la conclusion. Je terminerai ma terminaison en disant que dans la longue histoire de l'Europe, le XVIIIe siècle a été, je crois, en tout cas c'est ce que ce livre cherche à démontrer, une saison, un moment, à nul autre pareil, qui ne doit être confondu ni avec les prolongements d'un grand tour aristocratique, qui fait son apparition bien avant, dans la seconde moitié du XVIe siècle, ni avec la préfiguration d'un tourisme qui explose un peu plus tard au XIXe siècle avec la révolution des transports. Ce que j'appelle le voyage des Lumières, c'est un chaînon manquant. Un chaînon manquant qu'il faut désormais envisager en tant que tel dans la longue et séculaire histoire du voyage. Ce moment me semble décisif à reconsidérer aujourd'hui, car c'est aussi, me semble-t-il, je terminerai là, enfin, une véritable philosophie du voyage pour notre temps. Que nous disent en effet ces voyageurs du siècle des Lumières? Ils nous disent que on n'a pas besoin d'aller vite et d'aller loin pour éprouver les vertiges de l'ailleurs. Ils nous disent qu'il est important de voyager au plus près de la nature. Et on comprend à les lire les effets actuels de cette dramatique dissociation entre savoir sur la nature et savoir sur les sociétés, qui nous a éloignés d'une approche naturaliste des sociétés humaines, et aussi d'ailleurs aussi d'une approche humaniste du monde naturel. Ces voyageurs nous disent enfin que le voyage doit être une occasion d'échapper à l'entre-soi et de demeurer sensible aux inégalités sociales. Eh bien, à l'heure où la guerre est revenue frapper aux portes de l'Europe comme au Proche-Orient, je crois que cet appel des voyageurs du XVIIIe siècle mérite d'être réentendu. Voyager au plus proche de l'altérité,
à l'écoute de la nature et en empathie avec les tumultes du monde. C'est bien ainsi que le voyage est appelé à faire sens pour les Européens d'hier comme pour ceux d'aujourd'hui. Je vous remercie pour cette attention. On va quelques minutes pour s'il y a une ou deux questions. Bon, vous avez parlé surtout de voyageurs français, de voyageuses étrangères, mais des voyageurs allemands, italiens, espagnols, étaient-ils aussi nombreux? Et puis j'ai une deuxième question. Si vous pouvez nous dire quelque chose du journal du président Labrosse. Oui, merci pour ces deux questions tout à fait importantes. Alors, j'ai évidemment mis en avant, dans le cadre de cette conférence, vous l'avez compris, le voyageur en tête, qui est aussi au centre de ce livre, mais qui n'est pas seul, puisque dans les 254 récits de voyage que je convoque, il n'y a pas non plus que des Français. Absolument, les Anglais, les Espagnols, les Italiens voyagent, et ce voyage autochtone, ce voyage à la découverte de son propre pays, c'est quelque chose que pratiquent justement parallèlement les Français, les Allemands, les Anglais à cette même époque. Donc ils sont tout à fait présents dans le livre, ils ont leur importance. Tout le monde ne voyage pas à parité, mais la société européenne est une société du voyage, tout le monde s'intéresse au voyage. Et la France est évidemment au centre de ça, parce qu'elle est au centre de l'Europe, mais elle participe d'un mouvement, et je crois un mouvement européen. L'histoire que je propose, c'est une histoire transnationale, c'est pas une histoire française du voyage. Voyageurs étrangers célèbres. Alors, voyageurs étrangers, je ne peux pas ne pas citer Goethe pour l'Allemagne. Goethe est absolument fondamental. Le voyage d'Italie de Goethe, quand Goethe arrive à Rome, il dit c'est une nouvelle naissance, je suis né une deuxième fois. C'est fondamental, y compris dans l'écriture du voyage. Alors, le voyage de Brosse, pour le coup, c'est un Français, mais c'est un voyage évidemment très important. Le président de Brosse, les lettres familières, c'est un voyage qui s'est su dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il n'a pas été connu dans un premier temps, mais son manuscrit a circulé, et puis à la fin du XVIIIe siècle, il est réédité, ces lettres familières sont rééditées, et c'est vrai qu'elles vont avoir une importance très grande dans la culture du voyage, elles vont être très lues, en particulier à l'époque romantique, à l'époque de Stendhal, au point de favoriser une lecture. Mais une lecture qui est quand même particulière, et qui appartient, je dirais, parce que je ne vous ai pas parlé aussi de ça, mais évidemment, ça évolue tout ça dans le XVIIIe siècle, c'est long le XVIIIe siècle. Donc de Brosse, c'est les années 1730-1740. On est encore dans un voyage qui est le voyage des villes, qui est le voyage des cours, qui est le voyage des collections, des bibliothèques. On n'est pas encore dans le voyage de la Tapie et de Rousseau, qui est un voyage qui s'ouvre en même temps à la nature. Donc c'est intéressant, c'est une étape. Par rapport à Saint-Jacques de Compostelle, dans les stades dont vous entendez, je crois que c'est Saint-Jacques de Compostelle. Oui. La question était sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est ça. Hein. Oui, voilà. Merci pour cette question, car vous me permettez d'aborder brièvement un aspect que je n'ai pas abordé dans ma conférence, car j'en ai pas eu le temps, qui a été long, mais qui est dans le livre, qui est la question des pèlerins. Le pèlerinage est évidemment au cœur de la culture du voyage depuis le Moyen-Âge, et le pèlerinage continue au XVIIIe siècle. On a beaucoup dit qu'il avait chuté. C'est vrai qu'il y a un certain tassement des pèlerinages vers Rome et vers Saint-Jacques-de-Compostelle dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais néanmoins on trouve encore de très nombreux pèlerins. Avec d'ailleurs une partition entre la France du Sud-Ouest qui se dirige plutôt vers Compostelle, hein, c'est les fameux jacquaires, et les roumieux qui sont ceux de la France du Nord et de l'Est qui vont plutôt vers Rome. Ce qui m'intéresse dans cette expérience du pèlerinage, c'est que les pèlerins voyagent à pied, par essence, encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que l'adepte voyage aussi à pied. Et qu'il est à même de rencontrer, et c'est vrai notamment lorsqu'il quitte Rome pour aller par exemple dans la campagne de Rome à Tivoli, ben, il voyage avec des pèlerins. Donc, vous voyez cette sociabilité mixte, ces voyageurs qui sont des voyageurs de lumière, en viennent à côtoyer, je ne dis pas qu'ils partagent forcément leurs idées, mais en viennent à avoir des expériences de voyage qui sont aussi, qui renouent avec cette grande tradition culturelle, cultuelle, qui est celle du pèlerinage, qui n'a pas disparu au XVIIIe siècle. Parce qu'il y en a encore. Tout à fait. Alors après, le 19e siècle est un siècle de regain fabuleux hein, du pèlerinage avec le culte marial, etc. Mais au 10e siècle, c'est encore présent. Bon, une dernière question, parce que le temps passe, on va pas s'en sortir. Je peux être bref dans les réponses. J'avais une question sur les moyens financiers de se déplacer. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il y avait beaucoup de
est-ce qu'on a porté sa bourse au départ et qu'elle servait à l'équipement du voyage, ou est-ce qu'on avait des relais bancaires et de caisses d'agriculture pour pouvoir faire progresser, ça n'avait pas de cartonné? Absolument, question centrale. Je ne vais pas voter en touche, mais je vais vous dire qu'il y a un chapitre du livre qui est consacré à cette question, évidemment, qui est la question de... Mais je vais y répondre, mais je développe plus dans le livre, qui est une question fondamentale, qui est celle de la matérialité du voyage. Et alors, au XVIIIe siècle, pour répondre à votre question, oui, on voyage avec un certain nombre de liquidités, mais pas énormément parce qu'on se méfie des pertes, des bandits de franchement, etc. Il y a tout un système qui est très élaboré, qui est en particulier le système des lettres de change. C'est-à-dire que la tapis voyage avec un financement qui est issu, qui lui est attribué par le ministre Prunel de Montigny, du Trésor Royal, et il n'a pas des livres, des deniers sonnants et trébuchants, il a des lettres de change à travers lesquelles il peut tirer de l'argent à son arrivée à Gênes, puis à son arrivée à Venise, puis à son arrivée à Rome, de sorte qu'au fur et à mesure de son déplacement, il récupère de l'argent. Ça rejoint la question du crédit social du voyageur, qui est aussi un crédit économique. Évidemment, on voyage selon les moyens qu'on a, mais les voyageurs n'étaient pas avares de ressources et de subterfuges pour trouver des mécènes qui leur donnaient de l'argent, ou pour voyager dans la roue d'un puissant. Enfin, il y avait beaucoup de stratégies qui permettaient d'assouvir ce désir de voyager. Alors, pour faire vite, a-t-il fait un état en comparant l'éducation des enfants, la façon de vivre dans d'autres pays, les échanges, pour à la fin se poser la question en se disant nous faisons vivre en France ou j'aimerais vivre ailleurs et autrement. Merci pour cette question qui est centrale aussi car elle aborde un aspect qui est celui de la patrie. Et vous savez que la patrie est dans le vocabulaire des hommes des Lumières, ça paraît très étrange de dire aujourd'hui, parce que le patriotisme est relégué au rang de pensée réactionnaire. Le patriotisme, c'est une pensée des Lumières, figurez-vous. C'est-à-dire que les hommes des Lumières, quand ils disent patrie, ils pensent progrès, ils pensent émancipation. Alors, c'est vrai aussi que quand ils disent patrie, ils ne pensent pas forcément au Royaume de France. La patrie de la tapis, c'est l'Aquitaine, et plus précisément, c'est la Brenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils voyagent. C'est pas encore dans Jean-Yves Bossiac, parce que c'est plus tard qu'on achètera le château où se trouvent les manuscrits. Donc, si vous voulez, quand ils voyagent, oui, il y a une façon, c'est la fameuse fable du pigeon de la fontaine, vous savez, on voyage aussi pour être sûr qu'on est bien chez soi. Il y a de ça chez la tapis, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté à la fois de comprendre l'ailleurs, mais aussi à la lumière de cette expérience de la compréhension de l'ailleurs, il dit finalement, moi je n'aurais qu'un rêve fondamental, c'est celui de goûter les joies de l'amitié de retour dans ma patrie. En quelque sorte, c'est ce qu'il a fait quand il est rentré d'Italie. Et le voyage lui a quand même apporté cette ouverture sur le monde. Et pour répondre à la première partie de votre question, qui est aussi importante et intéressante, évidemment, on voyage pour s'intéresser aussi à des couches sociales nouvelles, avec des limites, mais aussi avec des documents, avec disons, des regards sur la société qui sont nouveaux, qui sont très cruels aussi, ce à quoi la tapis assiste par exemple en Italie du Sud. Ils voient la prostitution infantile, ils voient les mères napolitaines qui donnent leurs filles de 12 ou 13 ans pour de l'argent des voyageurs, ils voient ça, ils décrivent ça. Donc il y a cette sensibilité-là qui est forte. L'un des grands programmes de la philosophie des Lumières, c'est où est-ce que les hommes sont heureux, les hommes et les femmes sont heureux, et en quoi ce bonheur, réel ou supposé, est induit par la forme de gouvernement sous laquelle il se trouve. C'est une question de Montesquieu, et c'est la question auquel la tapis et les autres cherchent à répondre. D'où l'importance d'aller voir, d'aller observer la société sous différents régimes politiques. La liberté de voyager était-elle totale? Absolument pas. Et ces questions... Bien sûr. Alors, oui, on a parlé tout à l'heure des lettres de change, mais une dimension très importante, c'est la recommandation. Vous voyagez et vous pouvez, au XVIIIe siècle, voyager quand vous avez des lettres de recommandation. Donc les voyageurs, avant de partir, j'ai calculé, la tapis a plus de 76 lettres de recommandation. Des lettres de recommandation qu'il n'a pas accumulées à Bordeaux avant de partir, mais qu'il construit, qu'il reconfigure au fur et à mesure de son voyage. Lorsqu'il rencontre un ambassadeur, lorsqu'il rencontre un savant, on lui donne des lettres de recommandation et il reconfigure son voyage et ses itinéraires au fur et à mesure avec des recommandations successives. Donc ça, cette dimension de la recommandation est centrale. Et elle n'est pas contradictoire avec une dimension de la liberté, car au départ, la tapis a des recommandations si vous voulez, qui l'orientent plutôt vers une sociabilité, on appellerait ça aujourd'hui la sociabilité d'expat. Vous voyez, en gros, il va à l'étranger et il fréquente que des Français. Bon, c'est sympa, mais ça ne met pas trop en contact avec le pays réel. Et lui, il a cette volonté de connaître le pays réel, et pour ça, il faut apprendre la langue.
Donc comme les voyages du XIIIe siècle sont des voyages longs, les voyageurs souvent profitent du temps de voyage pour apprendre la langue. L'Adapi apprend l'italien. À partir du moment où il apprend l'italien, il a de nouvelles recommandations et il s'insère dans de nouveaux milieux, dans de nouveaux mondes sociaux. Ça, c'est quelque chose aussi qui... Du coup, la recommandation peut être aussi une expression, une sorte de la liberté. Oui, bonsoir. J'ai une question, une dernière question. Je voulais savoir, par rapport au sous-titre de l'ouvrage, si finalement le voyage dans les éphémérides ou les sources que vous avez travaillées, on trouvait quand même la racine d'une volonté d'un changement politique autour de la liberté. Parce que vous avez montré la carte des régimes politiques en Europe, mais est-ce qu'on trouve la trace quand même peut-être une conscience citoyenne ou une volonté anticipée de changer les régimes politiques autour de cette notion de liberté qui, finalement, même si elle recouvre plein de champs, notamment les émotions, est-ce que en fait, le voyage participe-t-il au changement politique? Oui, oui, bien sûr. Alors, effectivement, moi, je l'ai abordé surtout sous l'angle personnel, émotionnel, presque corporel, à travers ces différents exemples, cet exemple de la honte que je vous donnais. Mais alors, il y a ça. Oui, il y a ça en particulier dans ces espaces politiques auxquels on associe la notion de liberté. Alors, il y a l'Angleterre, en tout cas dans un premier temps, jusqu'aux années 1770. Ça se corse un peu après les années 70 parce qu'il y a un autre modèle de liberté qu'il ne faut pas oublier qui se dévoile outre-Atlantique, qui est la liberté américaine. À partir de 1776 et de la déclaration d'indépendance. Et là, il y a d'autres voyages qui se mettent en place et qui reconfigurent, on connaît le lien qu'il y a pu avoir entre ce qu'on appelle les révolutions atlantiques, la révolution américaine et la révolution française. Il y a cet autre modèle. Mais pour répondre à la question, oui, il y a bien ça, à tel point, la question me fait penser à une expression que l'Adapi a lorsqu'il voyage en Angleterre où il dit c'est quand même singulier le rapport des sujets à leur roi en France, en Angleterre. En France, on a l'impression que les sujets font la cour à leur roi, on pense tous à Versailles, et en Angleterre, c'est le roi qui fait la cour à ses sujets. Donc quand même, il y a quand même une conscientisation d'une forme de liberté, de régime politique distinct. Et je crois, oui, c'est une de mes thèses, que le voyage a participé puissamment, autant que d'autres formes de sociabilité, académique ou autre, maçonnique, tout ce qu'on veut, à cette transformation politique. Voilà, on va remercier. Vous pouvez bien sûr poursuivre un peu le dialogue avec lui, puisque je vous rappelle que son ouvrage est en vente, va être en vente.